maintenant. Voilà. Donc, on va admettre des gens aussi. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Mélanie Dutemple. Je suis propriétaire de cette magnifique clinique d'apprentissage Molière et Copernic. On a des centres, là, il y a des gens qui ne nous connaissaient pas du tout. Je suis très contente. Ça s'est vraiment beaucoup partagé. Alors, je vous explique un peu ce qu'on fait. Nous, on soutient les élèves dans leur apprentissage en collaboration toujours avec les écoles. Donc, on reçoit les élèves le soir, la fin de semaine, en orthopédagogie, en tutorat. On a des psychologues, on a des psychoéducateurs, on a zoothérapie. On a aussi, depuis peu, on a Benjamin qui est ergothérapeute, Benjamin Pandev-Girard. Donc, Benjamin, en fait, a une maîtrise en orthopédagogie et, en fait, il est spécialisé en ergothérapie pédiatrique et il a une expérience concrète beaucoup là, dans le développement de services en ergothérapie dans les milieux scolaires. Donc, il est très, très en demande pour aménager des environnements, mettre en place des protocoles d'intervention dans les milieux scolaires. Et aussi, ben, il a fait beaucoup de conception et d'analyse de traitement, de plans de traitement rapides et efficaces. Là, je vous lis un petit bout. Il y a une approche novatrice aussi dans les milieux scolaires. Il donne plusieurs conférences dans les universités, des formations aussi. Donc, c'est un grand, grand plaisir de l'accueillir dans notre équipe. Et Benjamin est confiné dans un chalet où parfois, parfois le réseau est un peu moins bon, mais on a fait des tests et ça fonctionne. On a de toute façon un plan B, C et D, si jamais il y avait quelque chose pour qu'on puisse vous partager d'une autre façon. Mais aux dernières nouvelles, ça allait bien. Là. Donc, voilà. Donc, on a admis, je pense, pas mal de gens. Je vais juste aller mettre sur muet les personnes qui ne le sont pas, c'est très important. Sinon, mais là, je l'ai fait. Là. Donc, d'être sur muet, je pense que ça va. Je vais voir la deuxième page. Tout le monde est sur muet. Tout est beau. Alors, cette conférence-là, donc, va durer environ 1 heure. C'est vraiment, Benjamin va vous donner plusieurs, je pense que le sujet a beaucoup intéressé les gens parce qu'on est dans une situation quand même particulière où on doit s'adapter à confinement, déconfinement, une situation qui est tout à fait nouvelle. C'est certain qu'on n'est pas ici pour juger des décisions qui sont prises. On est là pour vous aider à faire face à cette situation-là. Et Benjamin, dans sa spécialité, a plusieurs solutions pour vous aider à accompagner vos enfants pour qu'ils puissent faire face à la situation là, le mieux possible. Donc, à partir de maintenant, là, j'admets des gens en même temps, je vous dis, il va y avoir beaucoup de monde. Donc, je suis très contente. Donc, à partir de maintenant Benjamin, je te passe la parole et ensuite, je vais partager l'écran quand tu seras prêt. OK? Donc, voilà. Donc, super. Donc, bonjour à tous. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui à distance. Juste une précision, c'est pas une maîtrise en orthopédagogie que j'ai, c'est une maîtrise en ergothérapie. Mais c'est pas grave. C'est probablement dans l'excitation. Donc, écoutez, moi, comme Mélanie l'a dit, je débute une belle collaboration avec la super équipe du Centre d'apprentissage Molière et Copernic. Donc, on va parler aujourd'hui, si Mélanie peut me partager l'écran, comme elle a dit, de quelque chose qu'on vit tous de manière différente dans différents endroits depuis les derniers mois, mais c'est quelque chose qui nous unit tous pour le meilleur et pour les inconvénients que ça peut engendrer. Donc, la conférence d'aujourd'hui est en lien, entre autres, avec le fait que dans quelques semaines, selon notre âge, selon notre métier, selon où on habite, on va être appelé graduellement à entreprendre une forme de déconfinement. Le déconfinement va amener des changements avec lesquels nous allons devoir nous adapter pour une durée de temps indéterminée, mais qui vont définitivement nous amener à sortir de notre zone de confort. Donc, comme mes petits amis ici sur le dessin, on va passer d'être dans notre maison à être à l'extérieur. Mais il va y avoir des changements comme vous voyez. Les amis ici sur sur le nuage ont 1 mètre de distance, excepté les 2 camarades du Centre Molière et Copernic qui, on estime, doivent être frères et sœurs pour pouvoir être un à côté de l'autre. Donc,
vous voyez ici que je parle dans le titre de « On va sortir de notre zone de confort et se mobiliser sans peur ». Zone de confort, un concept peut-être plus clair. Mobiliser sans peur, peut-être un peu moins. Vous en faites pas, on va le voir dans la présentation. Juste répéter que, comme Mélanie l'a dit, je suis en confinement à un endroit éloigné des centres. Donc, si jamais il y aurait quelques problèmes que ce soit par rapport à la connexion, n'hésitez pas à vous manifester. Mélanie et moi, on a des plans de contingence, le A, B, C, D, E, là, peu importe ce qui va se passer. OK? Donc, les buts pour aujourd'hui. Aujourd'hui, 1 heure, c'est pas beaucoup. Mais 1 heure permet quand même de partager plusieurs informations. Donc, je ne vais pas vous demander de comprendre, mais je vais vous demander les buts de la présentation, c'est plus de connaître, d'avoir une idée et de dire « Ah, OK, je peux essayer ça comme ça ». En connaissant les choses, ça permet après ça de le mettre avec ce qu'on connaît déjà, des nouvelles affaires, de mettre ça en commun, puis de voir peut-être que ça a du sens pour moi, peut-être que ça me dit ah, je pourrais essayer de, si je vois du stress chez mon enfant, de faire tel truc de telle manière. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que chacun a sa propre manière, justement, de gérer une situation. C'est pas de juger si je vous dis des choses qui vous confrontent aujourd'hui, de ah, je fais pas du tout ça comme ça doit vraiment être. Pas nécessairement la bonne manière, c'est pas du tout ça. C'est juste de mettre de l'avant une approche que j'utilise dans plusieurs milieux, comme Mélanie a dit, et que je partage aussi avec mes étudiants en ergothérapie et en enseignement aussi. Donc là, j'ai perdu l'écran, Mélanie. J'ai perdu l'écran. Ben, en attendant de retrouver l'écran, parce que globalement, c'est sur quoi la présentation va porter. Puis après ça, oui, j'essaie de te remettre ça. Là. Je ne sais pas pourquoi il est parti, mais ça s'en vient, Benjamin. OK? Il n'y a pas de problème. pas long. Juste okay. Comment est-ce qu'on va se repérer dans la prochaine heure? Donc, en premier, je vais vous présenter un petit peu c'est quoi l'ergothérapie. Parce qu'en tant qu'humain, quand on entend parler d'une profession qu'on a de la difficulté à imager, on cherche à faire des liens souvent avec notre expérience. Comme dans chaque profession, il y a des formes d'archétypes, donc c'est-à-dire des espèces d'images qu'on se crée ou de stéréotypes. Souvent, ça va découler de notre expérience. Tu sais, comme par exemple en ergothérapie, ça va découler de qu'est-ce qui nous a amené à avoir contact avec un ergothérapeute. Donc, ça peut être « Ah, OK, l'ergothérapie, c'est quand Billy a eu des difficultés avec son crayon, je vais l'aider avec ça. » Mais l'ergothérapie, ça peut être aussi, vous dites « Ah oui, c'est un ergothérapeute qui a aidé ma mère qui a fait un AVC. » Ou « Ben oui, l'ergothérapie, c'est le monsieur qui a amené un bain de douche à papa quand il est revenu de son opération à la hanche. » Maintenant, on voit que c'est plein de choses différentes. Qu'est-ce qui lie ces différentes choses-là? Puis aussi, il y a d'autres expériences comme, par exemple, des gens qui me disent « Oui, l'ergothérapie, c'est les ergos, c'est en lien avec les pieds. » Peut-être que oui, peut-être que pas. On va en parler tout de suite après. Puis après ça, on va parler vraiment du stress. Puis on va intégrer le vocabulaire de la régulation. Donc, vous allez voir, on va démêler ça. Vous allez savoir c'est quoi la régulation et aussi comment ça se manifeste. On va parler entre autres de transition. Hein? Qu'est-ce qui s'en vient? Puis qu'est-ce qui a lieu aussi quotidiennement? C'est un ensemble de transitions. Puis on va discuter de ce qui influence ce qui peut engendrer le fait d'aller dans des comportements qu'on va appeler comportements de stress ou qui fait que certains enfants vont demeurer justement calmes face à quelque chose. Avant de continuer aussi, c'est important de se rappeler que ce que je vais dire s'adresse aux enfants. Vous, en tant qu'adulte, avez un cerveau qui est plus développé au niveau des parties qui permettent de gérer vos émotions que celui de vos enfants. Donc, il y a certaines parties qui font que vous dites « Ah oui, mais moi, je ne ressens pas ça nécessairement comme ça. » Donc, vous n'en faites pas. Je vais vous faire des expériences du confort de votre foyer si vous êtes à l'aise pendant la présentation pour comprendre ça, mais c'est de se rappeler que c'est vraiment pour les enfants. Pour les adolescents, il y a d'autres composantes qui s'ajoutent et plus on avance en âge, plus il y a d'autres composantes qui vont s'ajouter dans la gestion du stress. Donc, ça, c'est le plan pour la prochaine heure. Si je ne peux que voir l'écran, Mélanie, j'aimerais pouvoir le contrôler. Je te redonne le contrôle. Ça pas là. C'est parfait. Voilà. Mais pendant, voilà, c'est fait. Hey, ça va super. OK. Alors, juste avant de commencer la présentation, comme
ceux qui ont connu les VHS, l'avertissement au début, c'est pas pour vous dire que le FBI va débarquer chez vous si vous enregistrez la présentation, mais c'est pour vous dire que les connaissances que je vais vous donner aujourd'hui, des interventions, sont tirées de recherche, sont tirées d'expériences cliniques aussi. Donc, de la recherche qui a été mesurée et des trucs qui ont été justement évalués. Par contre, ces connaissances-là, je ne connais pas votre enfant, je ne connais pas votre situation. Donc, elles peuvent aider à faire des liens, mais elles ne remplacent pas une intervention en ergothérapie ou au même titre une intervention en psychothérapie, donc psychologie, psychoéducation ou tout autre professionnel de relations d'aide. Par contre, elles, comme je dis, elles sont fournies en donnant accès à des principes universels de gestion du stress. Donc, si jamais vous sentez, après cette présentation-là, que peut-être que mon enfant pourrait bénéficier d'aide en ergothérapie, en psychologie, en psychoéducation, tout autre domaine couvert chez Molière et Copernic, je vous invite à contacter la superbe Mélanie et son équipe. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'ergothérapie? Qu'est-ce que l'espèce de schéma que je viens de vous faire apparaître dit? En fait, l'ergothérapie, là, en une phrase, ça vise à ce qu'une personne atteigne son rendement occupationnel. Est-ce que ça vous dit rien? Moi aussi, rendement occupationnel, au début, ça ne me disait rien. Dans le fond, rendement occupationnel, c'est le fait de pouvoir faire ses activités en tenant compte des différentes composantes qui sont là. Donc, la personne, son environnement et ses occupations. Donc, l'ergothérapeute, son outil de travail, c'est vraiment l'activité. Que ce soit l'activité comme étant une finalité, comme par exemple, ici, vous voyez la personne qui est en train de faire du vélo. Si votre enfant a de la difficulté à faire du vélo, ben, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement le faire pratiquer à faire du vélo pour qu'il puisse atteindre le but de faire du vélo. On va pouvoir travailler peut-être sur l'équilibre, donc dans la dimension de la personne. Ou peut-être que c'est une particularité, au niveau de l'environnement. Donc, qu'est-ce qui compose la personne en ergothérapie? Qu'est-ce qu'on regarde? Selon les modèles, on va regarder 4 dimensions. Donc, on essaie de centrer tout ce qui concerne les systèmes dans le corps dans ces 4 catégories-là. Donc, l'aspect physique, l'aspect affectif, l'aspect cognitif, l'aspect spirituel, qui est ce qui donne du sens aux personnes dans leur vie. Maintenant, est-ce que moi, en tant qu'ergothérapeute, je vais évaluer tout ça si je veux faire un portrait de votre enfant? Non, je ne vais pas évaluer tout ça. Premièrement, parce qu'il y a certains de ces domaines-là qui ne relèvent pas de ce que moi j'ai étudié, mais définitivement, l'évaluation inclut une partie où je vais prendre en compte le point de vue des professionnels, mais aussi, avant tout, le point de vue des parents, des enseignants, des gens qui connaissent l'enfant. Parce que plus on a d'informations, plus après ça, on est en mesure de se faire un portrait complet de ce qui compose l'enfant. Très souvent, moi, en pédiatrie, surtout quand j'ai la chance d'avoir une équipe comme au Centre Molière et Copernic, où est-ce qu'il y a une psychologue, psychoéducatrice, orthopédagogue, des tuteurs qui, eux, peuvent se charger de me donner des lumières plus sur, OK, au niveau cognitif, l'enfant a tel portrait, au niveau des apprentissages, il a tel portrait. Donc, moi, je vais concentrer sur l'aspect physique. Donc, est-ce qu'au niveau de sa motricité, l'enfant est en mesure de faire ce qu'il devrait être en mesure de faire en vertu de son âge, ou au niveau sensoriel. Donc, comment est-ce que l'enfant perçoit son environnement? Donc, mon évaluation tient compte du point de vue à la fois des autres membres de l'équipe, mais aussi du point de vue des parents. Et par expérience aussi en milieu scolaire, je prends beaucoup le point de vue des parents, des enseignants et des autres membres de l'équipe parce que si moi, je ne sais pas, je propose une intervention basée sur, je dis, l'enfant doit sortir du corridor pendant 5 minutes pour faire des exercices à chaque jour. Est-ce que c'est vraiment efficace pour l'enfant, mais aussi pour son environnement? Donc, pour l'enseignant de dire OK, oui, toi, tu vas sortir 5 minutes. Est-ce que l'enseignant se sent impliqué dans ce traitement-là? Est-ce que les autres élèves, eux, voyant leurs camarades sortir, disent Ah ouais, c'est vraiment bizarre que lui sorte, ça peut le stigmatiser. Donc, c'est pour ça que le point de vue de chacun, mais aussi dans quel environnement est-ce que l'activité s'insère et
C'est ça qui va faire la différence. Au niveau de l'environnement, ce qui est intéressant, c'est qu'habituellement, l'environnement, c'est comme si on le prend pour acquis. Et je crois que tout le monde ici a réalisé que notre environnement a un impact sur nos activités. Si le moindrement, vous avez eu à passer, de vous passer une partie de votre journée dans un environnement institutionnel, donc votre milieu de travail, et que là, votre environnement de travail est rendu dans votre maison, ou est-ce que vous avez deux enfants, par exemple, qui viennent vous voir « Maman, je veux faire ça », ou un chien qui aboie quand il veut aller à l'extérieur, tu sais, votre environnement a changé. Peut-être que l'environnement qui a changé votre efficacité au niveau de votre activité, qui est le travail. Donc, l'ergothérapie inclut également une partie d'évaluation de cet environnement-là. Puis, je suis pas mal convaincu que chacun d'entre vous avait plein d'exemples cocasses qu'on va se raconter une fois qu'on va être tous déconfinés de ce qui est de changer l'environnement à la maison. Super. Maintenant, au niveau des activités, on aime ça utiliser des mots plus fancy. Occupation, c'est des activités, en fait. Les activités, on va les diviser en 3 catégories. Puis, selon l'âge, chaque personne, mais il y a une variation, mais chaque personne, on s'attend à ce qu'elles soient en mesure de faire différentes activités à différentes intensités. Par exemple, au niveau, si on prend les activités de soins personnels, qui sont les activités où on doit prendre soin de nous. Est-ce qu'un bébé se devrait être en mesure de se brosser les dents? Non, son parent doit lui brosser les dents pour que l'activité soit efficace. Vous voyez, versus un enfant de 10 ans, on s'attend à ce que lui, oui, soit en mesure de se brosser les dents. Les activités productives, ce sont des activités où une personne peut contribuer à la société, mais aussi s'épanouir. Donc, par exemple, toute activité rémunérée, que ce soit le travail. Les enfants, est-ce qu'on leur demande de faire des activités rémunérées? Non, c'est... mais eux, leurs activités de productivité sont davantage axées sur le milieu scolaire. Donc, tout ce qui est crayon, ciseaux, des activités dans lesquelles ils créent des apprentissages qui vont leur permettre, après ça, de pouvoir grandir et éventuellement de choisir quelque chose qui aura du sens pour eux. Au niveau des différents domaines d'activité ou d'occupation, en ergothérapie, ce qu'on voit beaucoup, c'est que s'il y a un domaine qui est négligé, là, il peut avoir des conséquences au niveau du bien-être de la personne. Donc, ça revient à l'activité peut être soit la finalité de mon traitement, peut être soit un moyen d'aider l'enfant à atteindre un but. Comme, par exemple, si j'ai un enfant, admettons que lui, il vit énormément de stress, mais je sais qu'il aimait beaucoup faire du vélo et que d'intégrer le vélo dans sa routine, ça donne du sens à sa vie. Puis c'est un exemple général. Bien, je peux dire, OK, mais peut-être que dans ton plan au niveau de ton traitement, on va intégrer le fait que tu vas faire des trucs qui vont te permettre de faire du vélo. Puis après ça, en travaillant avec d'autres trucs en parallèle, ça va t'aider à redevenir bien. Maintenant, j'ai nommé soins personnels, productivité, mais c'est important aussi la troisième sphère d'activité qui sont les loisirs. Donc, les loisirs, il y a les loisirs qu'on dit d'ordre plus calme, ce qui peut être écouter la télévision, lire un livre, effectuer de la musique. Donc, il y a aussi les loisirs plus actifs. Donc, on parle de sport, on parle de s'activer et d'être à l'extérieur. Mais il y a aussi, dans la catégorie des loisirs, on va placer les interactions sociales. Maintenant, je suis convaincu encore une fois que vous avez beaucoup d'exemples probablement de « Oh, pendant cette période de confinement, c'est peut-être arrivé qu'il y a eu beaucoup plus de loisirs de type écran ou télévision. Ça a été un combat de devoir contrôler cet accès-là. » Ou à l'inverse, peut-être qu'il y a eu plus d'activités à l'extérieur. Et en fonction de l'équilibre au niveau des activités, on peut retrouver le fait de se sentir bien, l'équilibre. Donc, c'est ça l'ergothérapie en 5 minutes. Si je donne un exemple, par exemple, au niveau du stress, parce que dans la conférence qui nous intéressait ici, c'était en lien avec le stress. Il y a certains enfants, pour plein de raisons X, qu'ils vont avoir ils peuvent avoir des comportements qui vont extérioriser le stress. Donc, par exemple, si à l'école, j'ai un enfant dans une classe où je suis appelé à intervenir, que lui, ça arrive au retour de la récréation, qu'il donne des coups de poing à ses amis, tout ça, bien ça, c'est un comportement extériorisé de stress. Il y a un déséquilibre à ce moment-là parce que l'école, ce n'est pas un environnement où le fait de donner, par exemple, des coups de poing et
c'est quelque chose qu'on souhaite à l'école. Mais dans un autre environnement, comme un cours de karaté ou tout ça, ça pourrait être souhaité. Maintenant, c'est pas de dire d'envoyer cet enfant-là qui donne des coups de poing au niveau de l'envoyer dans un cours de karaté qui va régler ça, mais c'est de comprendre que le stress crée des changements chez l'enfant. Si je connais, et aujourd'hui, vous allez connaître les effets de ces changements-là au niveau de la motricité, au niveau des fonctions du cerveau, au niveau sensoriel, si je connais les changements qui adviennent, bien là, ça peut me donner des pistes d'intervention. Donc maintenant, je parle du stress depuis tantôt, mais le stress, hein, c'est comme un terme très populaire en ce moment. Si on tape stress... Oui. Benjamin, excuse-moi. Je veux dire, on a eu des questions dans le chat. Les gens se demandent pour la superbe présentation PowerPoint. On va la partager sur notre page Facebook. Pas notre page Facebook, mais oui, mais aussi sur notre site web. Donc, vous allez avoir accès à tout ça aussi. Là, si vous vous dites, oh mon Dieu, il faudrait que je prenne des notes. Vous allez voir, il va y avoir entre autres, des diapos qui vont être très, très remplis parce que Benjamin vous propose plein de choses. Mais tout ça, vous allez y avoir accès sur notre site web qui est www.molierecopernic.ca. Donc, vous recherchez Molière et Copernic, tout simplement, vous allez le trouver là. Donc, je ferme mon micro, mais je voulais vous en aviser. Merci. Oui, parfait. N'hésitez jamais à communiquer avec Mélanie si vous avez des inquiétudes comme ça pour pouvoir demeurer concentré par rapport à la présentation. Donc, maintenant, le stress. Qu'est-ce que c'est le stress? Est-ce que le stress, déconfinement égale stress? Est-ce que confinement égale stress? Est-ce qu'être assis devant votre ordinateur à m'écouter, ça vous crée du stress? Est-ce que moi, animer un webinaire, ça me crée du stress? C'est important avant de savoir, est-ce qu'on parle le même langage? Parce qu'il y a plein de définitions de stress selon le domaine d'où on vient. À l'origine, utilisé dans les sciences humaines, donc psychologie, tout ça, le stress découle du domaine de la mécanique, c'est-à-dire la quantité de stress qu'on peut mettre sur une structure avant qu'il y ait une lésion dans cette structure-là. Puis c'est important aussi de connaître de quoi on parle au niveau du stress, mais aussi aujourd'hui, moi, je souhaite vous donner des représentations aussi qui vont permettre qu'au lieu de « Oh my God, mon enfant démontre telle affaire » ou même moi, je démontre telle affaire plein de fois, au lieu d'essayer de chercher et de se perdre là-dedans, je vous offre un moyen d'essayer de revoir, OK, comment est-ce qu'on peut catégoriser le stress, mais aussi par quoi est-ce qu'on peut intervenir. Encore une fois, ça ne remplace pas une intervention. Chaque personne est différente, mais c'est un moyen que j'estime donne de l'optimisme parce que ça nous donne un peu plus de levier pour intervenir au niveau du stress. Donc, pour les prochaines diapos, c'est par rapport à ça. Le stress, les repères. Si on tape sur Internet, là où on ouvre un dictionnaire, souvent ce qui va ressortir pour le stress, c'est tension physique ou émotionnelle. Donc, vous voyez ici là, une définition très essentiellement qui est très, très, très générale. Puis si je lis juste ça, est-ce que ça me donne des pistes d'intervention? Peut-être, ou peut-être que je devrais approfondir un petit peu pour pouvoir avoir d'autres pistes. Quand on utilise dans l'imaginaire collectif des expressions comme « Hey, ça, c'est donc bien stressant » ou « Ça, c'est du stress ». Le stress, en fait, qu'on qualifie, c'est un stresseur. Donc, c'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui va causer des changements puis des réactions de stress au niveau du corps. Il y a plein de choses qui peuvent créer du stress. Je fais une petite parenthèse. Il y a une chercheure québécoise très présente en ce moment dans les médias, puis j'espère qu'elle va le demeurer, qui s'appelle Sonia Lupien, qui est la directrice du Centre de recherche sur le stress, qui donne plein d'outils gratuits sur son site. On pourra mettre le site là, si les gens ont de la difficulté à le trouver, Mélanie, là, qui parle entre autres de l'acronyme CINE, quand on essaye de trouver c'est quoi les causes du stress. Parce qu'une des premières choses avant d'intervenir au niveau du stress qui peut nous permettre de prendre un pas de recul, c'est de trouver c'est quoi les causes. Donc, l'acronyme CINE, c'est que tout événement stressant s'insère dans une de ces catégories-là. Le C, c'est un contrôle diminué. Le I, c'est l'imprévisibilité. Le N, c'est tout ce qui est nouveau. Et le E, c'est pour l'ego qui est menacé. Donc, quelque chose qui va porter atteinte à mon intégrité émotionnelle, mon intégrité physique. Donc, ça, c'est un ensemble de catégories qu'elle a mis ensemble. Maintenant, quand je parle de stress ou de comportement de stress, on parle davantage de régulation. Donc, la régulation qui est la réaction qu'on a à l'intérieur dans les changements qui engendrent une adaptation. Comme par exemple,
Moi, aujourd'hui, j'anime un webinaire et avant de faire ça, je veux dire, je commence à suer, mes mains sont très froides à cause que la réaction de stress est partie. Mais après ça, parce que je suis un adulte qui a une structure qui est placée ici, qui est bien développée, je suis en mesure de me dire avec des mots, « Ah, OK, c'est correct, les gens qui sont là ne sont pas menaçants, donc la réaction de stress n'a pas lieu d'être. » L'enfant n'est pas rendu à ce point-là, mais il pourra éventuellement, et avec l'apprentissage qu'il fait aussi de ses expériences, pouvoir donner du sens comme ça. Métaphoriquement, là, la régulation, c'est le fait que quand je vis une situation de stress, je vais avoir un changement interne, puis après ça, je vais me retrouver des repères. Vous voyez ici, là, c'est censé être une carte. C'est-à-dire qu'avant le confinement, après le confinement, pendant le confinement, on a constamment des situations qui sont changeantes. Et si on demeure inflexible, comme je montre des fois, il y a des enfants que le concept du stress comprennent moins. Il y a une approche qui, dans le fond, moi, ce que je fais des fois, c'est que je vais sortir un morceau de bois, puis je vais sortir quelque chose de mou de la pâte à modeler, puis je vais dire, regarde, si tu es très inflexible comme ça, c'est là que le morceau de bois va casser essentiellement. Donc, un stress où est-ce qu'on ne s'adapte pas, c'est là que les comportements vont ressortir. Ou à l'inverse, si je me laisse aller d'un peu partout, bien, j'ai peu de contrôle là-dessus. Là, en ce moment, peut-être que vous voyez, là, vous êtes comment, de quoi il parle, Benjamin? Il est parti dans quelque chose. Ça va avoir plus de sens avec les prochaines diapositives, OK? Maintenant, puis peut-être qu'il fait déjà des liens avec, par exemple, des cours de biologie au secondaire ou dans plein d'autres choses. Les parenthèses dans notre continuer, moi, ce que je vous montre aujourd'hui, OK, on va parler davantage d'une vision du stress comme la roue qui est à droite. Moi, je n'ai rien inventé dans les trucs que je vous montre au niveau du stress. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, par contre, cette représentation-là au niveau du stress pour donner du sens à qu'est-ce qui se passe quand on vit un stress. Donc, si on revient par le passé, puis c'est des très bonnes connaissances quand même, qui sont quand même d'actualité, on voyait le stress un peu comme deux éléphants sur une bascule dans un parc. C'est-à-dire qu'un éléphant, qui est le système sympathique. Donc, le système sympathique, c'est quand on va s'activer, quand on va faire ce qu'on appelle le fight ou le flight. Gardez ça en tête. On va en reparler un petit peu après. OK? Quand on s'active, l'autre éléphant qui est le parasympathique, qui est tout ce qui est relaxé, digérer, reprendre mon énergie, n'est pas activé. Donc, vous voyez, donc, si je suis en parasympathique, donc en relaxation, je ne peux pas avoir le sympathique qui est activé. Mais là, peut-être que certains d'entre vous, en voyant cette représentation-là, vous dites, oui, mais des fois, tu sais, je veux dire, admettons que je m'en vais courir, je m'active, mais je ne suis pas stressé. Là, vous amenez quelque chose que les chercheurs qui sont en bas ont amené, c'est-à-dire que ce n'est pas autant coupé au couteau comme ça, le stress. C'est plus une progression. Puis au lieu de parler de sympathique ou parasympathique, on va plus parler des réactions de régulation et d'adaptation face au stress en utilisant les termes qui sont sur la roue ici. Donc, si on revient un petit peu en arrière, chaque personne a des expériences qui sont différentes, a un stress qui arrive, tiré du ciné, donc contrôle diminué, imprévisibilité, nouveauté, ego menacé. Selon la perception qu'on a de cet événement-là, on va faire ce que j'appelle peser sur le gaz. C'est-à-dire que ça, c'est un peu comme un odomètre de voiture. Tu sais, quand vous partez la voiture, l'odomètre est à peu près ici, mais vous n'êtes pas encore en mouvement. Si vous percevez comme quelque chose comme étant un stress important, vous allez aller dans l'état de mobilisation. Mobilisation inclut exclusivement le système sympathique. Donc, le fight ou le flight, il est là-dedans. Mais quand on parle de « Ah, tiens donc, mobilisation sans peur », Benjamin, c'était dans ton titre. Oui, mobilisation sans peur, c'est là l'état d'excitation dont je parle, donc qui est un hybride entre le fait d'être bien, mais d'être légèrement activé. Donc, il y a des composantes au niveau du système qui sont activées, qui fonctionnent en parallèle, dans le sens que si vous courez, puis vous êtes
en mobilisation, quelqu'un qui vous parle à côté, vous n'allez pas avoir envie de lui parler. Vous allez avoir envie de courir encore plus. Si vous courez, mais vous êtes en mobilisation sans peur, vous êtes excité, vous allez être en mesure de courir et d'avoir une discussion avec la personne qui est à côté de vous. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des différences, des subtilités. Maintenant, la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment de connaître ça ici, cette roue-là que j'ai imagée, des connaissances du stress, entre autres d'auteur en dessous. Puis là, j'avais une autre parenthèse où est-ce que faut remettre à César qui vient à César. C'est pas moi César, mais dans le sens que j'ai une bibliographie de tout ce que je vous dis, là, qu'on pourra transférer sur le site Internet, OK? Pour justement, parce que comme je dis, moi, je n'ai pas inventé ces connaissances-là, j'ai juste mis de manière créative sous forme de roue. En fait, c'est le moteur. Là aussi, le modèle du moteur, je ne l'ai pas inventé, mais c'est qu'habituellement, le modèle du moteur ne parle pas de cette progression-là. Maintenant, aujourd'hui, on va pas parler des états qui sont dans la demi-roue en dessous, c'est-à-dire l'immobilisation, le trauma et la mobilisation excessive, parce que très souvent, ce sont des états, mais ce n'est pas ce sont des états qui vont être activés par des stress très intenses, comme par exemple des agressions, des trucs pas agréables. Par contre, encore une fois, la quantité d'activation que l'enfant ou que l'adulte va mettre dépend de son expérience. Fait que pour une personne, par exemple, si on prend... moi, d'amener un enfant chez le dentiste, il y a certains enfants qui, eux, vont être un petit peu excités. OK, je m'assois. Puis il y en a d'autres que pour eux, c'est que je suis pas capable de rester dans la chaise, je suis vraiment pas bien. Puis là, eux peuvent aller excessivement être mobilisés, puis c'est difficile de les asseoir, tout ça. Maintenant, si vous trouvez ça intéressant, on peut voir avec Mélanie si on peut organiser quelque chose une autre fois où on va aller plus en profondeur là-dessus. Ou sinon, je vous montrerai aussi d'autres endroits où on peut regarder ça. Fait que le résumé qu'il faut retenir ici, c'est que selon ce que je perçois, je vais m'activer d'une certaine manière, selon ce que je perçois comme stressant. OK. Là, moi, quand j'apprenais certaines affaires, on me disait que les connaissances que tu apprends, c'est comme un iceberg. C'est-à-dire qu'un iceberg, 15% sont situés en haut de l'eau, mais comme pour le Titanic, ce qui l'a coulé, c'est pas ce qui était en haut de l'eau, c'était ce qui était en dessous de l'eau, le 85%. Donc, la majorité des choses sur lesquelles on a du pouvoir, entre autres en termes d'intervention, c'est pas nécessairement les comportements qui sont en haut. Ça peut arriver parfois qu'on va travailler le comportement juste en haut, puis qu'après ça, le comportement va disparaître, puis c'est correct. Puis je travaille d'ailleurs avec certaines fois avec des gens, puis le fait de faire ça fonctionne. Mais des fois, ce qui va se passer aussi, c'est un peu comme le jeu à la ronde ou dans n'importe quoi, où est-ce qu'il y a une marmotte qui sort. Fait que là, admettons que je prends un comportement, puis là, je tape la marmotte qui est ce comportement-là, bien, ça se peut qu'il y ait un nouveau comportement qui va apparaître là-dessus. Fait que ça peut être un petit peu perdant. Puis c'est aussi que chacun de ces mots-là, il y a une espèce de balance stressante ou négative associée. Si je vois désorganisé, puis j'ai été autour d'enfants qui sont désorganisés, je suis comme, oh boy, non, ça, c'est pas le fun. Là. Fait que déjà là, pour prendre du recul, c'est plus difficile. Fait que je vous invite, au lieu de voir le comportement de stress comme ça ici, on va demeurer sur le dessus de l'iceberg, donc avec ce qu'on voit, mais on va commencer à déjà catégoriser ça. Encore une fois, en vertu des recherches sur le stress. Donc, pour se retrouver sur le 15% sur ce qu'on voit, les recherches montrent que les comportements de mobilisation, donc pas de mobilisation sans peur, excitation, sortir, mais quand on sort de notre zone de confort puis on est mobilisé, on va parler soit de combo de fuite, de fight or flight, de système sympathique. Donc, ça demeure. Maintenant, ce qui est intéressant avec les recherches sur la réaction de combat ou de fuite, c'est que les chercheurs ont trouvé qu'il y en a certains qui hypothétisent que c'est une continuité. C'est-à-dire que même si vous regardez ces deux comportements-là, si je mets un stress en face de deux enfants différents, et il y en a un qui fuit, on peut se dire, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait, il ne sent pas qu'il y a nécessairement de ressources versus si je mets ce même stresseur-là devant un autre enfant, puis au lieu de fuir cet enfant-là, cherche à aller affronter ou donner un coup de poing, on peut se dire, lui, il a essayé d'affronter le problème et pas de l'éviter. Fait que là, moi, ce que je dis souvent
à certains parents que je vois qui sont très stressés, c'est par rapport à ce que leur enfant vit. Puis je veux dire, je leur dis, ben, tu sais, vous allez voir dans la progression que même si votre enfant est souvent en train de vous insulter en ce moment, je veux dire, ça n'excuse pas ce qu'il fait, puis ça ne doit pas être agréable, mais le fait qu'il vous insulte, il est déjà plus proche de revenir dans une zone d'être mobilisé sans peur que s'il est toujours en train de fuir ou qu'il est incapable de s'asseoir. Là, peut-être qu'avant que je continue, vous allez vous dire ah oui, mais là, il y a des diagnostics médicaux qui font que les enfants vont toujours être en train de bouger. Tu sais, est-ce que c'est du combat ou de la fuite, ça? Première des choses, c'est que les diagnostics médicaux, c'est pas moi qui vais les donner, c'est jamais moi, c'est des professionnels attitrés à les donner. Comme par exemple, on a un psychologue dans l'équipe de Maria Copernic qui peut fournir des diagnostics par rapport aux fonctions d'attention ou d'inattention. La régulation, c'est vraiment quelque chose qui va exacerber le portrait d'une personne. Donc, de par les changements qu'il y a dans son corps, si un enfant avait déjà de la difficulté à être assis, et que là, il vit un stress qui a un impact sur sa capacité à se réguler, bien, ça risque d'exacerber le fait, si pour une raison X, il est en fuite ou en combat, ça risque d'exacerber le fait qu'il va encore plus bouger. OK. Maintenant qu'on a été en haut de l'iceberg, allons voir en dessous, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous, c'est là qu'on a des portes d'entrée pour pouvoir intervenir. Ah! Fait que là, vous voyez, stresseur, j'ai fait quelque chose de technologique pas correct, mais tout est correct. On se retrouve. Aussi, avant que j'arrive le son de ma voix, parce que vous voyez, depuis le début, je suis très activé, je parle fort, mais si là, je me mets à parler comme ça, là, on va descendre comme ça ici, tout ça. Peut-être que ça vous fait réagir, puis c'est comme ah ouais, je me sens un peu plus relax si j'y pense, tout ça. Fait qu'entre autres, la manière dont je parle comme ça ici, et voilà. C'est pas la manière dont je vais parler à quelqu'un qui est en mobilisation. OK. Fait que là, comme Mélanie disait, il y a des diapos très remplis. Ça, je lis pas ça. Je vais juste mettre des exemples. Fait que mobilisation. OK. J'ai été activé, mais c'est correct, je ne me suis pas désorganisé. Non, OK. Benjamin, c'est parce que Mobilisation, tu me connais un peu, Benjamin, parce que j'ai descendu pour toi en même temps. Fait que là, c'est parce que j'ai activé j'ai pédalé en dessous, puis là, ben, c'est ça qui arrive. Mais là, si tout va bien, je touche plus, OK? Tout va bien, parfait. Excellent. Fait que la mobilisation, comme vous voyez, entraîne des changements dans l'ensemble du corps. Les changements qu'elle entraîne, encore une fois, peuvent exacerber ce qui est déjà présent. Maintenant, je vous parlais qu'on fait une expérience. Si vous êtes stressé en ce moment, ne faites pas cette espèce d'expérience-là de visualisation. Mais si vous ne l'êtes pas, puis vous dites ah ouais, j'aimerais ça me rappeler quand j'ai été mobilisé, vous pouvez la faire. Fait que, imaginez-vous que demain matin, on vous appelle aujourd'hui à 5 heures. Fait que là, c'est en dehors des heures de travail. Vous dites, oh, qu'est-ce que c'est? Puis là, c'est un collègue qui vous dit, hey, là, il y a une opportunité pour toi demain d'avoir un travail là, en entrevue là, pour un métier là, qui va t'offrir 3 fois ton salaire. Là. Tu es déjà comme, oh, wow, je suis excité, parle-moi plus, OK? Demain à 8 heures, sois présent. Là, vous allez vous coucher. Le lendemain, votre cadran ne sonne pas. Vous vous réveillez, il est 7h30. Puis vous savez que vous allez avoir une entrevue à 8 heures. Après ça, vous êtes comme, OK, là, il est 7h30, tu sais, je dépêche. Là, vous avez vos enfants qui arrivent, puis même si vous aimez vos enfants, ils sont comme, papa, ou maman, j'ai quelque chose là. Puis là, vous êtes comme, non, j'ai pas le temps. Donc, le stress augmente. Est-ce que quand quelqu'un va passer à côté de vous ou va vous dire salut, ou même si c'est votre conjoint que vous aimez beaucoup, est-ce que vous allez être content ou vous allez bien réagir au fait qu'elle vous dise salut? Peut-être que oui, parce que vous êtes des adultes. Vous êtes capable quand même d'avoir un certain contrôle ici. Mais aussi peut-être que non. Entre autres parce que une des réactions les plus puissantes, OK?
puis les plus étudiés en lien avec le stress. Vous voyez, je ne vais pas les lire. Mais le truc global, c'est que quand je suis stressé, puis le fait de se mobiliser, OK, c'est quelque chose qui est important. Je ne suis pas en train de dire dans la présentation qu'il ne faut jamais sortir de sa zone de confort. Au contraire. Mais cette réaction-là de se mobiliser, c'est une réaction qui est extrêmement ancienne au niveau évolutif, là, dans le sens que nos ancêtres, là, de des milliers d'années, celui-là qui voyait un animal à Salaberry de Valleyfield, là, 10 millions d'années, peut-être qu'il y avait des tigres là-bas, l'ancêtre Campi Valancien qui était là, qui voyait un tigre, puis au lieu de sauver ou de le combattre, qui se met à le flatter, mais lui, il n'a pas eu descendant. C'est pour ça, entre autres, que des fois, on est porté à vraiment retenir les trucs qui sont stressants. Donc, dans une journée, par exemple, si j'ai 19 événements positifs, puis j'ai quelqu'un qui me fait un commentaire vraiment ordinaire à la fin de la journée, quand je vais rentrer à la maison, je vais dire à la personne qui est à la maison pour moi, moi, j'ai eu une mauvaise journée aujourd'hui, quelqu'un m'a parlé. T'sais. Fait que c'est juste pour dire que c'est extrêmement puissant. Fait que la clé, OK, à retenir, c'est que quand je suis stressé, tout ce qui vient de l'extérieur est perçu comme une menace pour moi. Entre autres, au niveau auditif. Pour l'exemple auditif, et après ça, vous pourrez lire de chez vous chacun des autres exemples. Le tympan, premièrement, OK, à l'extérieur de ça, encore une fois, la régulation exacerbe le portrait de la personne. Fait qu'en premier, c'est de s'assurer que l'enfant entend bien. OK? Mais après ça, si on a un enfant qui entend bien, donc quand je parle, le tympan vibre comme ça. OK? C'est comme un tambour. Quand il y a de la mobilisation, avec la réaction globale de stress, le tambour qui est le tympan, au lieu de vibrer comme ça, il va se mettre à être très, très, très stiff. Si moi, je parle avec la voix humaine et que c'est stiff comme ça va être désagréable, mais aussi, en tant qu'enfant, il ne va pas être capable de m'entendre parce que le tympan ne vibre pas à ces fréquences-là. Fait que tout ce qui est les fréquences de la voix humaine en réaction de mobilisation ne peuvent pas être perçues. Maintenant, ça, c'est différent que si la personne que vous aimez le plus à la maison est en train de faire quelque chose, puis vous lui dites « Hey, chérie, chérie », puis elle ne se retourne pas, c'est pas à cause qu'elle est en mobilisation, c'est peut-être parce qu'elle ne veut pas vous écouter, je ne sais pas. Fait que là, c'est différent. Fait que la majeure à retenir, c'est que tout ce qui vient de l'extérieur est perçu comme une menace. Puis de connaître ça va nous aider à orienter les interventions un petit peu, comme par exemple, si j'ai des enfants en milieu scolaire qui sont très facilement qui tombent en mobilisation, ben est-ce que je vais les placer à côté de l'aiguisoir, à côté de la porte, où est-ce que tout le monde va aller? Probablement que non. Mais ça va aussi dépendre de qu'est-ce que je peux faire avec l'enseignant, qu'est-ce qu'on peut faire avec la classe aussi. Maintenant, ça, c'est les effets sur le corps. Les effets, entre autres, il y en a aussi sur le cerveau. Ça ici, j'ai vraiment résumé. Là. On pourra voir Mélanie pour partager le document que je t'ai donné. Là. Ça me ferait plaisir de partager ça. Là. Où est-ce qu'il y a beaucoup plus de manifestations par rapport au cerveau, tout ça. Là. Mais entre autres... Oui, certainement. On va tout ajouter sur notre site web. Parfait. Oui. Le cercle ici qui est fait trop gros là, sur le cerveau, que j'arrête pas de pointer ici, c'est le cortex préfrontal. Ça, c'est comme l'espèce d'ordinateur central qui permet, nous, en tant qu'adultes, comme il est développé, termine de se développer à la mi-vingtaine chez les adultes, plutôt chez les femmes que chez les hommes. Ce petit ordinateur-là ici, c'est lui qui nous permet de dire, même si on ne sent pas bien à l'intérieur, en tant qu'adulte, de dire « OK, je vais faire ma journée pareil, puis je vais faire comme si tout allait bien ». L'enfant n'ayant pas cette structure-là qui est complètement développée, c'est pas qu'elle n'est pas du tout développée, c'est juste qu'elle est en développement. N'ayant pas cette structure-là complètement développée, ben, il ne peut pas y avoir recours quand il est en mobilisation. Donc, c'est pour ça qu'on va observer des fois de l'impulsivité, une diminution de la régulation des émotions. Ça, c'est juste, OK, une certaine partie, comme je disais, du cerveau, mais c'est souvent ce qu'on va observer, entre autres, dans les comportements que je vous ai montrés plus tôt. Maintenant, autre chose qu'on réalise peut-être pas, mais qu'on se dit oui, ça a du sens, c'est que, puis vous voyez aussi que, intriguant, c'est la même couleur que certaines parties de la roue plutôt, ces deux espèces de fils-là. C'est que quand il y a une réaction de stress, à la base, le cœur bat une certaine fréquence, OK? Il bat une certaine fréquence. Notamment, il bat à une fréquence normale parce que la branche verte qui est là, elle joue le rôle de pacemaker.
Entre autres, là, si vous avez un bébé en jeune âge en ce moment, son cœur bat beaucoup plus rapidement que le vôtre parce que la branche verte qui est là est en train de se développer. Donc, si vous... La branche Benjamin, jaune, c'est les... excuse-moi, j'ai juste une petite question parce qu'il est 16h50. La conférence va finir à peu près vers 17h15, hein, à peu près. Donc, si on pour à peu près. Donc, oui, donc on va dépasser à peu près de 15 minutes donc, pour la conférence. Et Voilà. juste rassurer les participants qui devraient peut-être s'en aller. Après cette diapo-là, on va vraiment arriver. Puis là, je vous ai fait des diapos avec plein de textes. Je ne lis pas le texte, mais c'est des outils concrets là, que vous allez pouvoir regarder, réfléchir. Puis c'est un peu des ingrédients pour aider. Fait que même si vous... Fait que restez au moins jusqu'à 17h pour cette partie-là. Puis après ça, ça vous permet justement de jeter ça. Là. Ah, super. Merci, Nathalie. Aucun problème pour le prolongement. OK. Super. Donc, ce que je disais, c'est que on parlait entre autres de la vitesse au niveau cardiaque, OK? Pourquoi est-ce que je mets ça de manière isolée des autres? C'est que quand vous lisez des recherches sur le stress, les trucs qui sont mesurés la majorité du temps, c'est la variabilité cardiaque. C'est très rare qu'on va mesurer des trucs comme hormonaux parce que ce sont des interventions qui sont invasives, alors que de mesurer la variabilité cardiaque, c'est quelque chose qui n'est pas invasif. D'où pourquoi on a énormément de renseignements sur le lien entre la vitesse du cœur et le stress. Fait que ce que je disais, c'est que la branche verte qui est là ici, elle n'est pas développée totalement chez le bébé. Elle est là, elle est accrochée chez le bébé, mais il y a une espèce de couche protectrice qui vient se mettre autour du cœur pour faire que le cœur puisse avoir après ça une vitesse normale. La raison en est que le bébé, quand il est très jeune, il a énormément de besoins métaboliques pour pouvoir se développer, donc pour pouvoir supporter ça, physiologiquement, le cœur va battre beaucoup plus vite. Après ça, ça va se rajouter. Quand il y a la réaction de stress qui advient, je suis un adulte normal, je suis un enfant de plus de 3 ans, je suis un enfant de 2 ans, quand la branche verte ici va perdre de son influence. Elle ne va pas s'enlever parce que ça ne marche pas comme ça dans le corps humain que ça s'enlève puis que ça se replace. On n'est pas des robots. Mais c'est-à-dire que toutes les espèces de connexions vont être envoyées à la branche ici qui est toujours présente aussi, qui est la branche sympathique du cœur. Donc, elle va faire que le rythme cardiaque va accélérer et elle va faire aussi que elle va faire qu'après ça, la cascade du stress va pouvoir démarrer, qui demande beaucoup d'énergie. Puis elle crée, entre autres, le fait que, on a souvent parlé de réactions de stress de personnes chétives qui sont en mesure de lever des affaires de beaucoup plus que leur poids. Ça, des fois, c'est anecdotique, mais des fois, c'est vrai. Ce qui explique ça, entre autres, c'est que la réaction de stress génère une mobilisation très importante d'énergie. Donc, si on a, par exemple, en réaction de stress, parce que ça va arriver parfois que l'enfant se désorganise, puis il peut être un danger pour nous, il peut être un danger pour lui, il peut risquer de se blesser. La recommandation, c'est que si on a à l'immobiliser, de laisser quelque chose qui peut bouger, comme par exemple les pieds ou de laisser, par exemple, les bras bouger pour au moins sortir cette énergie-là. Maintenant, pourquoi est-ce que je prends du temps pour parler beaucoup de ça aussi, entre autres? C'est que, on va le voir dans la création de ressources plus loin, mais c'est que quand j'inspire, le rythme cardiaque accélère. Quand j'expire, physiologiquement, le rythme cardiaque décélère. Okay? Donc, ralentit. Pour pouvoir créer des changements au niveau de cette variabilité-là, qui sont corrélés dans les recherches, notamment sur des activités que vous entendez qui sont à la mode, comme le yoga, il y a des fortes corrélations au niveau du stress, de régler le stress, comme la méditation, comme la pleine conscience. L'expiration, juste physiologiquement, comment le corps fonctionne, comment la mécanique fonctionne, ne doit pas être la même durée que l'inspiration. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas de prendre ça de manière isolée, ce que je viens de dire. Il y a certaines approches de yoga ou de pleine conscience qui vont combiner la respiration et d'autres trucs. Mais de manière générale, si j'expire plus longuement que j'inspire, là, ça va créer un ralentissement à long terme. Puis là, la variabilité va être là. Puis en créant ces opportunités-là d'expiration plus longues, bien là, ça va envoyer le message au cerveau de « Ah, OK, on peut se calmer ». Maintenant, par expérience, OK, puis je ne sais pas, peut-être que vous aussi, si je dis à un enfant qui est toujours en train de bouger, respire, c'est rare qu'il va respirer très lentement. Fait qu'on va revenir avec des activités un peu plus loin par rapport à ça. Là. Maintenant, première étape à mettre en place quand on
que je suggère, moi, quand on parle de stress, c'est la stabilisation. C'est-à-dire, la stabilisation, c'est vraiment une conséquence de si je connais les effets du stress sur le corps, ça me donne, moi, en tant qu'intervenant, en tant qu'adulte, en tant que parent, en tant que tuteur, ça me donne un espèce de levier qui me permet d'avoir un laps de temps supplémentaire pour éviter que l'enfant qui est déjà stressé se maintienne là-dedans. Fait que la clé, l'humain, c'est pas comme les mathématiques ou les ordinateurs. Il n'y a pas nécessairement là, de recette A plus B égale C. C'est plus A plus B égale X. Mais on peut quand même utiliser ces ingrédients-là, même s'ils sont donnés de manière universelle, pour avoir des pistes de départ par rapport à la gestion du stress. Donc, vous voyez ici le petit cerveau qui a une torche, c'est un enfant, puis le cerveau plus grand qu'une lampe de poche, c'est un adulte. Donc, même si on n'a rien, même si on n'a pas nécessairement beaucoup de moyens pour aménager, première étape, puis qui est aussi mesurée dans les recherches, avoir un adulte qui est calme et présent. Si l'enfant n'est pas un danger pour lui, puis qui est en train de vivre une réaction de mobilisation, puis que l'adulte, lui, est extrêmement stressé, quand on est stressé, si on se rappelle, tout ce qui vient de l'extérieur, la perception est exacerbée. Fait que le fait de pouvoir reconnaître les changements dans la figure qui démontrent une diminution de la régulation, ben ça va avoir un impact sur... ça va faire que je vais encore plus percevoir ça. Fait que si on est stressé, idéalement, si on est deux, on demande à l'autre parent qui est moins stressé, s'il te plaît, viens gérer ça, j'ai pas l'énergie. Mais de toute façon, vous allez voir plus loin que c'est pas premièrement de toujours bien faire l'intervention, puis aussi, c'est de pas toujours être parfait. On va revenir là-dessus. Fait que, ingrédients pour se stabiliser, un adulte calme, puis un environnement intégratif. Intégratif, c'est quoi? C'est intégratif des effets du stress sur le corps. Donc, au niveau concret, un outil concret qui ne coûte rien au début, OK, c'est de se créer un coin dans la maison. Des fois, on le crée dans la chambre, mais moi, ma suggestion, c'est que la chambre, le sommeil, déjà, c'est une ressource extrêmement puissante pour pouvoir relaxer. Puis si le lit, déjà, il y a comme une relation particulière avec ça pour l'enfant, idéalement, on essaie de le créer dans un autre endroit dans la maison. Ça peut être un coin d'une pièce, comme le coin de la pièce où vous êtes ici. On essaie de mettre des objets qui vont permettre à l'enfant d'extérioriser son énergie, comme par exemple des coussins, comme par exemple plein d'autres choses. J'en ai mis d'autres plus loin, là. Mais la clé, c'est de mettre des trucs qui ont du sens pour l'enfant, des trucs agréables pour lui. Idéalement, on crée cet endroit-là avec l'enfant puis on le crée quand il est bien parce qu'encore une fois, quand je suis en mobilisation, c'est pas là que je fais des nouveaux apprentissages en tant qu'enfant. C'est quand je suis dans les autres phases où est-ce que je suis en engagement social, donc où je suis mobilisé sans peur. Donc, je peux être un peu excité. Là, je peux créer des apprentissages. En le faisant dans un moment où l'enfant est bien, premièrement, il se sent interpellé par ça. Il se sent inclus là-dedans. Puis après ça, le fait mais il y a aussi la manière de lui expliquer, de lui dire, si on lui dit, tu sais, l'autre fois, t'es vraiment pas du monde, là. Est-ce qu'il va avoir envie d'aller là-dedans? Est-ce que ça va être le fun pour lui? Non. Fait que, tu sais, d'y aller puis de dire, puis dans un vocabulaire qui a du sens, vous voyez, genre, tu sais, comme, ah, tu sais, des fois, j'ai vu l'autre fois là, que ton moteur, là, il allait vraiment vite, là, puis t'avais pas de l'air bien. Tenterais-tu qu'on essaye de faire de quoi avec tes jouets, là, qu'on mette ça à un endroit qui est cool, puis que tu puisses aller là? Fait que ça, c'est comme la première partie de l'espèce de recette. Maintenant, il y a beaucoup d'outils sensoriels qui sont à la portée de tous là, au niveau d'achat. Moi, j'utilise des outils sensoriels, parfois avec les parents, mais s'il en est une chose, c'est que c'est pas la première chose que je vais aller suggérer. Entre autres, si le parent déjà peut avoir de la difficulté à aligner les deux moments du mois entre autres l'argent, puis aussi à retenir par rapport aux outils sensoriels, OK, c'est qu'en date du début 2020, les seules populations sur lesquelles les outils sensoriels ont été testés, premièrement, les seuls outils sensoriels qui ont été testés, c'est les objets lourds, mais plus précisément les couvertures lourdes. On n'a seulement été testés que sur la population avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc, on ne peut pas
dans un esprit, justement, de ne pas y aller anecdotiquement. On ne peut pas dire que j'achète quelque chose de lourd à mon enfant, il va se sentir relax. On ne peut pas faire cette généralisation-là. Mais ça se peut que, tu sais, moi, si un parent me dit je vais lui acheter quelque chose de lourd, je vais lui dire ben oui, tu peux lui acheter quelque chose de lourd, puis de l'insérer dans l'endroit calme ou juste de lui donner, oui, ça respecte les principes du stress. Mais c'est juste pour vous, en tant que consommateur, de ne pas vous arrêter quand on dit que ce nouveau gadget-là qui est sorti des temps. On a un exemple récent, les fidget spinners. Oui, il y a eu certaines recherches sur les fidget spinners, mais encore une fois, c'est parce qu'il y a eu une recherche que quelque chose fonctionne. Puis, moi, d'expérience, dans les écoles où je travaillais, au début, le principe est bon, mais c'est qu'éventuellement, ça a été enlevé. Mais en résumé, si on a les moyens, on peut utiliser des outils tant qu'ils s'intègrent avec ce qu'ils vont traiter par rapport au stress. Comme oui, c'est démontré que le fait d'être groundé, d'avoir un poids peut aider. OK. Ça ici, c'est par rapport à la fameuse mobilisation sans peur, mais c'est aussi une diapo où est-ce que je voulais vous illustrer plus concrètement qu'est-ce qui se passe là, dans le moteur. C'est-à-dire que pour le même stresseur, un enfant va peser sa pédale de gaz, va aller en mobilisation, puis l'autre va aller en mobilisation sans peur. La mobilisation sans peur est l'endroit où on peut justement sortir de cet état-là de mobilisation. OK? Fait que c'est pour pouvoir aider ça, puis se mobiliser dans la peur à long terme, c'est là que je vais parler de création de ressources. C'est-à-dire que on va utiliser, entre autres, les circuits, comme je vous parlais plus tôt. Puis là, je vois le temps, mais on va avoir le temps, je vous rassure. Ça sera pas long. OK. Bon. Pour pouvoir faire que l'enfant a plus de flexibilité à ce que les circuits à l'intérieur l'amènent en mobilisation sans peur versus en mobilisation. Comme je disais tantôt, des trucs à la mode, le yoga, la pleine conscience, ça, oui, des très fortes corrélations puis des très bons devis de recherche qui démontrent l'efficacité de ça. Maintenant, j'avais cette discussion-là l'autre fois avec Mélanie, tu sais, est-ce que... moi, je sais que c'était bien, mais est-ce que je suis capable de rester assis comme ça? Non, ça me stresse encore plus. Fait que le fait, encore une fois, de demander à quelqu'un qui n'a pas d'intérêt pour ça, parce qu'il faut se rappeler qu'on travaille avec des enfants. Puis s'il est une activité du développement de l'enfant aussi qu'il faut tenir compte des interventions, c'est le jeu. Il faut qu'il y ait un aspect ludique. Certains enfants, ça va être ludique pour eux de faire ça, puis de s'arrêter, puis de respecter ça. Si c'est bien pour eux, c'est tant mieux. Mais si l'enfant n'aime pas nécessairement ça, c'est d'arriver à faire des activités qui vont lui permettre de varier la vitesse au niveau de son cœur, mais de d'autres manières. Maintenant, varier la vitesse au niveau de son cœur, c'est pas je dis je vais ralentir mon cœur. C'est pas ça qui va ralentir mon cœur. Encore une fois, c'est le fait de faire des activités où est-ce qu'on va expirer plus longuement qu'on va inspirer. Fait que je vous donne différents exemples ici, comme par exemple, au lieu de juste dire à un enfant qui est moins intéressé OK, souffle là-dessus. Si je sais que même s'il y a 3 ans, il a découvert par hasard les bonhommes Marvel sur le iPad, puis il y a un intérêt, je peux imprimer des bonhommes Marvel et les mettre au sol, et après ça, lui dire avec une balle de styromousse, OK, souffle sur Captain America. Puis là, il va souffler. Ah non, il a soufflé trop loin. Puis là, je vais dire, tu vois, réessaye. Fait qu'en joignant quelque chose de ludique avec le fait d'expirer, c'est un ingrédient qui permet après ça d'avoir plus de flexibilité au niveau de mon aiguille dans le moteur. D'autres ingrédients, puis là, après ça c'est des ingrédients à vous. Après ça, vous faites les recettes que vous voulez pour essayer, puis pour avoir des ressources. Puis vous connaissez votre enfant, vous connaissez les enfants avec qui vous êtes, les trucs que vous allez avoir là, très fortement. Quand ici, ça a du sens, quand on connaît notre enfant, là, souvent, c'est qu'on fait la bonne chose. Très, très, très souvent. Fait que d'autres activités qui permettent de créer des ressources, c'est tout ce qui concerne des mouvements qui offrent des compressions articulaires, mais aussi après ça, des relaxations. Parce que quand je fais des contractions, accélération du cœur, quand je relaxe, décélération. Fait que par exemple, pour créer la capacité d'attendre, si on a un ballon, on va à l'extérieur, puis là après ça, on peut botter le ballon, puis dire à l'enfant, OK, quand il arrive en avant de toi, tu peux le taper. Fait que là, au début, c'est difficile d'attendre, mais après ça, ça donne confiance du fait de taper là-dessus aussi. Autre chose aussi,
qui sont des jeux qu'on a à notre disposition, mais qu'on se dit c'est donc bien simple que ça ne peut pas avoir un impact, bien, en fait, ces jeux-là vont dans le sens des recherches d'activer et de relaxer. C'est tout ce qui est le fait de varier le rythme. Donc, ça peut être de mettre de la musique, de danser, puis de dire stop. Des fois, c'est ça qui est difficile, c'est de dire le stop. Fait que dans le fond, de se mettre à bouger très, très vite. Puis après ça, en écoutant la musique, puis après ça, d'arrêter la musique. Ou si vous travaillez, par exemple, dans une unité où je travaillais d'enfants d'une classe de troubles de comportement, ce qu'on avait fait, c'est que j'avais demandé à chaque enfant, OK, il était 9 dans la classe, vous aimez ça, regarder le tableau interactif des fois, puis danser sur YouTube. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas, vous, quelque chose comme ça qui va être à vous? Puis avec tout l'aspect, on avait tout mis en place, les aspects pour que ça respecte la confidentialité, tout ça. Fait que bref, chaque enfant est arrivé avec une activité. Les seules contraintes, c'était l'activité doit avoir des stops, doit avoir de l'activation, il doit avoir un mouvement qui varie en vitesse. Chaque enfant avait trouvé des idées différentes. Puis après ça, au lieu, à la récré, de faire la routine tirée de YouTube avec les bonhommes qui n'ont pas de figure, mais c'était eux qui étaient sur la vidéo. Puis chaque enfant faisait ça. Fait que je trouvais que c'était une belle réussite. Puis ça a juste pris les enfants et leurs intervenants qui voulaient se mettre en place. Fait que là, les autres trucs aussi, c'est entre autres d'avoir des ancrages d'arrêt de départ visuel. Ça ici, pourquoi? C'est que si le moindrement, je vais rapidement en mobilisation, le fait de dire à quelqu'un « Hey, arrête! » a des chances de plus l'activer que s'il a quelque chose de visuel au début. La relation et la base, elle est là, mais si on sait qu'on a un enfant plus fragile, on va essayer de prendre ça parce que c'est des ressources pour nous. Comme un autre exemple, c'était dans une autre classe. On a bâti le truc que je monte après. Puis après ça, vous allez voir, là, c'est juste des ressources concrètes avec beaucoup de paragraphes. Je vais juste vous dire le résumé, il reste à peu près 5 minutes. OK? Fait qu'en fait, on avait créé ce que j'appelle un plancher intégratif. Fait que plancher intégratif, pourquoi? Parce que ça coûte pas cher puis parce que ça respecte les ingrédients plus hauts. Pourquoi intégratif? Parce que c'est intégratif des effets du stress sur le corps, mais c'est aussi intégratif du point de vue de l'enfant. Puis pourquoi intégratif aussi? C'est que la clé du stress, c'est pas de le sublimer ou de faire comme s'il n'était pas là, non. C'est l'apprentissage ultime, c'est d'apprendre à « OK, je me mobilise un petit peu, je suis stressé, puis après ça, je suis en mesure de l'évacuer. Je l'intègre. » Fait que ça, essentiellement, c'est du tape. Fait que si vous avez du tape juste d'une couleur, c'est pas grave. Puis c'est l'enfant, dans le fond, si c'est dans votre maison ou si c'est un endroit que vous êtes juste une personne, vous pouvez le faire comme ça ici. Puis vous allez voir, avec chaque couleur, il y a des pistes qui sont différentes. Puis j'ai joint à ça, parce que là, on parle beaucoup de stress, mais le corps, c'est pas comme un bonhomme Lego, est-ce que j'ai la tête, j'ai le corps, puis j'ai les jambes. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent tous ensemble, mais je vous ai fait une progression là, en termes de motricité, là, de moins difficile nouveau moteur au plus difficile, basé sur les recherches sur le développement moteur. Qu'est-ce qui peut aller avec le plancher intégratif? C'est ce qu'il y a sur les murs ici. Tiens donc, des chiffres, des additions! Fait que ce qu'on faisait, c'est que dans cette école-là, il y avait une cafétéria qui était inutilisée. Puis petite cafétéria, pas la grosse cafétéria. Et on avait fait les chiffres en duct tape aussi. Ça n'avait rien coûté. Fait que là, l'enfant qui voulait aller faire son activité, qui disait « Ah là, je sens vraiment là, que j'ai besoin de bouger », ben, on avait établi, quand il était bien, que OK, il n'y a aucun problème. Ce qu'on te demande, c'est dessine-moi sur une feuille quel parcours est-ce que tu veux prendre. Donc, il traçait le parcours qu'il voulait prendre. Et aussi, je te demande, dessine-moi au niveau, c'est quoi les opérations mathématiques que tu voudrais faire. Là, vous allez voir le lien avec le tableau. Fait que sur le mur, il y a les chiffres. Par terre, il y a le plancher. Fait que là, il disait, admettons, 3 plus 4 égale 7. OK? C'est correct qu'il écrivait la réponse sur le papier. Fait que là, ce qu'il faisait, c'est qu'il arrivait dans la pièce, il y avait un signe d'arrêt, il savait qu'il devait s'arrêter. Après ça, rentrer dans la pièce, c'était de dribbler avec un ballon en restant sur les lignes du plancher. Puis après ça, de lancer le ballon sur le 3, le rattraper, le lancer sur le plus, vous voyez, ainsi de suite. Puis après ça, de faire ça à plusieurs reprises. Ce n'est pas un changement du jour au lendemain, mais le fait de l'avoir pratiqué, le fait de l'avoir essayé, est quelque chose qui est non coûteux puis qui peut être un point de départ. Fait que c'est ça. Fait que vous voyez ici, là, ce sont les différentes pistes.
puis les différentes variations. Fait que vous avez des ingrédients. À vous de prendre la recette parce que c'est à votre saveur que c'est le plus naturel. Puis en terminant, ce qui est important de se rappeler, c'est que si on fait la métaphore ici que le morceau de bois est une situation non dangereuse et que le serpent est une situation dangereuse. S'il y a une situation dangereuse qui se présente, c'est important de se mobiliser. C'est pas de toujours demeurer bien quand il y a du stress. S'il y a des situations extrêmes difficiles où est-ce qu'il y a des gens qui me veulent du mal, je dois me mobiliser. Mais OK, mais bref, juste m'amener à la diapo 28, Mélanie, s'il te plaît, je continue dans mon... OK. Fait que c'est ça. Fait que si une situation est menaçante, je me dois me mobiliser. Mais, oui, c'est ça. Mais la clé, c'est que je dois me mobiliser au bon moment. Et ça ne veut pas dire que je vais toujours me mobiliser du premier coup. Puis ce qui est à retenir, en fait, c'est que les recherches sont vraiment du côté des adultes qui sont avec les enfants, que ce soit des parents, que ce soit des tuteurs. Puis c'est aussi maintenant, ce qui est démontré, c'est qu'il suffit d'une figure d'attachement sécure que des liens concrets avec l'enfant et qui care pour l'enfant. C'est pas le bon mot, c'est anglophone, je m'excuse. Pour que l'enfant puisse développer la régulation. Le parent n'a pas à réagir à chaque fois de la bonne manière. Puis, ce qui donne encore plus de puissance au fait de se tromper, premièrement, c'est que il y a quelque chose à montrer aux enfants qui est ne faut pas être parfait tout le temps, parce que la vie, c'est pas d'être parfait tout le temps. Contrairement à ce que des fois on prend, c'est pas du tout ça. Mais c'est que si il y a une situation, par exemple, où est-ce que l'enfant est désorganisé, puis moi, je me désorganise quand j'interagis avec lui, si je reviens après, dans un moment neutre, puis que je dis « Hey, je suis désolé de ce qui s'est passé », parce que l'adulte, quand les deux y vont, l'adulte se doit de faire la réparation. Ben, si ça arrive, puis qu'après je vais faire ça, les indicateurs qui me disent que je ne suis pas stressé sont non seulement égaux avant la situation, mais ils sont plus élevés après. D'où l'importance de faire des retours, puis d'où le fait que même si on a eu un moment là, de pas agréable de bouette, ben, le fait de revenir, les recherches nous montrent que ça aide. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous invite, si ça vous parle ou si vous voyez que mon enfant pourrait bénéficier, parce que je pense que ce ne sera pas suffisant ça, parce que les exemples que je vous ai donnés, certains marchent du premier coup, d'autres, c'est d'ajouter d'autres choses avec ça. Puis Molière Copernic, comme je disais tantôt, c'est pas une personne, c'est une équipe avec plein de gens qui ont chacun leur œil et qui prennent votre œil très précieux à vous en tant que parent, en tant que personne qui travaille avec les enfants, pour avoir le portrait le plus complet de votre enfant, puis travailler avec vous et les aider. Puis si jamais vous voulez de la formation plus précise pour un groupe de personnes, milieu scolaire, de la santé, ou des fois, souvent fait genre protection de la jeunesse aussi, vous pouvez contacter à cet endroit-là. Il y a des outils aussi pour vous. Donc, je vous remercie. Puis merci à Mélanie d'avoir organisé ça. Puis merci à vous d'avoir été patient. Puis je vous laisse ça. Je vais revenir. Merci beaucoup, Benjamin. Je vais revenir rapidement ici avec les variations pour le plancher intégratif. Donc, vous voyez, là, je vais les passer un petit peu plus lentement, ne serait-ce que pour quand les gens vont regarder sur YouTube, qu'ils puissent faire pause et le voir. Donc, il y a des variations. Oui, il y a des variations qui sont intéressantes que vous allez pouvoir voir. Donc, justement, dans ces parcours-là, donc pour comment gérer le stress du corps et tout ça. Et donc, ça, c'était la première variation, parcours facile, parcours moyen. Et si on descend, donc vous avez le parcours difficile, on a plusieurs autres variations qui sont là. Donc, peut-être que dans le contexte actuel, en fait, si je comprends bien, parce que, évidemment, moi, je suis orthopédagogue, c'est d'où ce que j'ai dit au début qui était, j'étais nommée orthopédagogue, alors non, ergothérapeute. Mais si je comprends bien, donc, en ce moment, avec la situation présente, le rôle du parent, c'est d'essayer toujours d'être, je sais que je vais revenir à ta diapo ici, il y a des choses qu'on peut faire avec le corps, donc te donner plein de bonnes idées et d'être une figure vraiment d'attachement sécure. Donc, oui, les parents, je pense qu'il y a plein de parents qui vivent des choses en ce moment.
mais il faut toujours rester figure d'attachement sécure, peut-être pas transmettre tous nos doutes et toutes nos inquiétudes dans tout ça, puis de pouvoir arriver aussi, quand tu donnais aussi les exemples où est-ce que tu illustrais le fait stop, tout ça pour que l'enfant sache où aller, où est-ce que ça allait. C'est toutes sortes de stratégies, justement, d'expirer, donc pendant longtemps, tout ça pour que l'enfant puisse diminuer son rythme cardiaque. Donc, c'est plein de façons là, de gérer tout ça. Est-ce que j'ai bien compris? Je t'ai bien écouté? Est-ce qu'il y a Oui, tu as bien compris, c'est ça. C'est en ayant une compréhension de ce qui se passe à l'intérieur, qui, comme je dis, ça ne vient pas de moi, c'est de plein de gens. Il y a des Québécois là-dedans. Tout ça, c'est si on comprend à l'intérieur, parce que peut-être ce que j'ai pas dit, c'est que le cerveau et le corps, tu sais, encore une fois, c'est pas comme un bonhomme Lego. Ça fonctionne ensemble, puis ça va dans les deux sens. Si le cerveau perçoit au niveau cardiaque que là, ça bat à telle vitesse, qui est une vitesse qui devrait me suggérer que je me sens bien, bien là, c'est un outil pour pouvoir revenir en état justement de bien-être. Fait que finalement, les changements qu'on crée dans le corps, c'est un peu comme des ressources parce que c'est toujours le stress va survenir en fonction des coûts et des bénéfices perçus par le corps. C'est-à-dire que si je perçois plus de trucs stressants que de ressources que j'ai internes, donc entre autres au niveau de me sentir dans mon corps, au niveau cardiaque, si je perçois plus de trucs positifs que de trucs stressants, j'ai davantage de chances de pouvoir, au lieu de peser sur le gaz et d'aller me mobiliser, mais au lieu de ça, de peut-être être excité un petit peu par ce qui s'est passé, mais après ça, de revenir. Voilà. Et en expliquant bien ces ressources-là à notre enfant, déjà, donc, ça va lui donner des stratégies, puis de comprendre aussi ce qui se passe dans son corps quand il se met à frapper partout et tout ça. Donc, en expliquant bien ces ressources-là, ben, on fait déjà un grand pas là, dans tout ça. Oui, au retour, c'est ça, après le retour. Oui, d'accord. Puis que, puis Euh, que, ouais. je vais arrêter l'enregistrement et on va pouvoir passer à une période de questions. Donc, ce ne sera pas très long. Voilà, ici. Je mets fin à l'enregistrement dans quelques secondes. Attendez un petit peu, il y a plein de choses. OK.